Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Et Thomas. je reçois ce matin un aventurier qui a participé 2 fois à cette émission emblématique. Alban Pellegrin, ancien donc candidat de Koh-Lanta, qui s'est lancé un défi hors norme, je dirais même surhumain, courir 72 marathons en 72 jours. Sans le moindre jour de repos. C'est incroyable ce que vous avez fait, c'est fou, mais c'est un défi très sérieux, hein, Alban, que vous vous êtes lancé. Expliquez-nous ce qui vous a conduit à relever ce défi déjà. J'aime même à dire que ce défi s'est transformé en aventure. Ouais. C'est plus même une aventure qu'un défi. En fait, un marathon par jour pendant 72 jours, c'est un défi. Mais la spécificité de cette incroyable aventure, c'est que le soir, je tapais à la porte des gens et je demandais le logis et le couvert. Ouais. Et c'est pour ça que ça s'est transformé dans une aventure incroyable, parce que je reliais les 4 points cardinaux de la France. Ça représente 3221 km. Wow. 3221 km. Sans s'arrêter. Et je suis allé à la rencontre des Français et des Françaises. Et c'est ça qui était fort. Mais les gens peuvent se demander pourquoi vous avez fait ça. Ah, ils se le demandaient quand je tapais à leur porte. Qu'est-ce que vous répondiez? Là, en fait, j'avais un peu mon discours. Et le but était toujours de convaincre, mais de ne jamais insister. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si on accueille quelqu'un chez lui ou non. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on va l'accueillir. Ouais. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, j'essayais de convaincre de mon aventure folle. J'aime à dire que je suis un nomade et non un vagabond. Le nomade, il a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Elle était là la grande différence. Ouais. C'est que je gérais pas sans but. J'avançais avec les jambes, et quand elles avançaient plus, on avançait aussi surtout pour une belle cause. Donc on avançait avec le cœur et la tête. Mais pourquoi 72 marathons? 72 marathons parce que c'est la distance qui relie les 4 points cardinaux de notre belle France. Ouais. Comme je le disais, le nomade. Vous aviez fait votre petit calcul et vous disiez il faut que j'en fasse 72. Donc c'est tombé comme ça sur 72. À peu près, ouais, à peu près. On cherchait un chiffre à aller chercher, et c'est vrai que le danger était surtout de faire attention à son corps, parce que j'étais seul avec mon sac à dos de 7 kilos. Wow, plus. Oui, ça. À chaque fois, il y a un truc en plus. Oui, sac à dos de 7 kilos. 7 kilos, c'est pas beaucoup, cela dit. Ça veut dire que vous n'aviez pas de tente, pas de réserve de nourriture, rien. Quand on dit que c'est pas beaucoup, je vous garantis que si je vous le fais porter sur le moment, c'est un peu lourd. Mais j'avais quoi? 3 t-shirts, 3 shorts, 4 caleçons, 4 paires de chaussettes, un poncho, une tenue de pluie, 2 kawaii, une trousse de toilette, un sac à viande quand même. Un sac à viande, c'est un petit sac de couchage, mais que de drap. Ouais. Et voilà, une casquette, un livre quand même, sur le principe. Ah, quand même. Et j'ai emmené l'île au trésor de Stevenson parce que c'était ma manière à moi de vous motiver, de me motiver, et surtout de vivre cette aventure. Je l'avais déjà lu, donc en fait c'est une relecture. C'est une relecture, c'est avoir garder cette âme d'enfant comme dans l'île au trésor, de partir à la recherche d'un trésor qui en fait c'est l'aventure, le trésor. Et il y avait aussi un autre but, c'était de lever des fonds. C'est ça. Pour la Fondation du Souffle, en fait, moi j'ai perdu ma maman d'un cancer du poumon il y a 2 ans. Ouais. Et c'est vrai que quand on se lance, j'ai eu la chance, vous l'avez cité, de vivre des aventures exceptionnelles à travers Koh-Lanta ou à travers des documentaires que j'ai tournés sur YouTube. Mais après le décès de ma maman, j'avais envie de créer ma propre aventure et de lui rendre hommage, parce qu'une aventure comme ça, c'est une introspection si folle sur soi-même. Hein. On dit pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres. Quelle chance d'avoir pu me découvrir à travers les Français et les Françaises. Donc voilà, on a fait ça pour la Fondation du Souffle, qui parle de toutes les maladies respiratoires. On respire 22 000 fois par jour. Ouais. Et donc ça parle du cancer du poumon, oui, mais pas que. L'asthme, la mucoviscidose, la BPCO. Et on a levé plus de 31 000 euros alors qu'on visait 15 000. Wow. C'est assez exceptionnel. Et il y a quelque chose qui me frappe là depuis que je vous regarde, c'est que vous avez une forme de ressemblance avec Sylvain Tesson. C'est vrai. L'auteur Sylvain Tesson, qui a fait aussi cette traversée de la France comme ça sur les chemins noirs. Et il y avait un peu de ça aussi dans votre parcours, j'ai l'impression. Oui, mais j'aime à dire d'aller que voir la France de l'intérieur. Lui, quand il a écrit les chemins noirs, moi j'avais envie d'écrire les chemins blancs. C'est-à-dire que justement, lui avait ça. On a tous les deux, je pense, notre propre névrose. Elle est juste différente, mais c'est vrai qu'il avait besoin de se reconstruire. Ouais. Et moi, j'avais besoin d'aller rencontrer les Français et les Françaises, et de montrer en fait que le partage, la bienveillance existe bien plus qu'on ne le pense. J'aime à dire que j'ai rencontré la France de Jean-Pierre Pernaut, en fait, celle qui est bienveillante, qui est accueillante, même si on disait que personne n'allait m'accueillir le soir. Les gens étaient généreux, vraiment, ils vous ouvraient leurs portes facilement, ou il a fallu taper à beaucoup de portes? Plus que généreux, mais à la question est-ce qu'ils m'ouvraient facilement, la réponse est non. On n'ouvre pas facilement, mais le sourire est un muscle, donc il faut convaincre. Évidemment que c'est pas facile, évidemment que j'ai essuyé jusqu'à 17 refus. Non, le même soir. Le même soir. Et, mais en même temps, vous arriviez très en sueur chez les gens aussi. Non, mais ça joue. Il faut le dire, les gens font plus que m'accueillir. Ils m'offrent une douche, le logis, le couvert. Il faut aussi passer aux toilettes de temps en temps. Enfin, je veux dire, on rentre dans une intimité incroyable, mais une intimité qui fait qu'on partage aussi le soir une parenthèse de vie, parce qu'ils me prennent sur leurs ailes, enfin sur leurs
corporelle. Ils me font à manger, ils me nourrissent, ils m'offrent le logis et le couvert, c'est fort. Vous avez remarqué des différences entre régions, par exemple? Est-ce qu'il y avait des régions où c'était un peu plus compliqué d'aller chez Jean? Pas plus compliqué, j'ai envie de dire au contraire que la France est d'un chauvinisme exceptionnel. Je sais pas lesquels sont le plus chauvins entre les Bretons et les Alsaciens, mais en tout cas ils sont très très forts. Et ce qui était fou, c'est qu'il y a eu un petit côté Forrest Gump qui s'est créé tout le long de l'aventure. Oui. Donc au-delà de mes familles d'accueil le soir, les gens venaient courir à mes côtés et m'amener les spécificités locales. C'est-à-dire qu'au début j'ai perdu beaucoup de kilos, mais au bout d'un moment, à force de m'amener du quinamane, des bréveleux, du foie gras, j'avoue que la seule chose que j'ai refusée en 72 jours, c'est un plateau d'huîtres à l'étang de Thau, parce que c'était un peu risqué. C'est près de 7, l'étang de Thau. C'est pas bien pour courir les huîtres? Alors, je sais pas, mais je l'ai pas tenté. Et c'est vrai que vous avez perdu beaucoup de calories. Il y a eu des calculs qui ont été faits. Vous avez brûlé 204 000 calories pendant ces marathons, soit l'équivalent de 816 croissants. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Mais du coup, vous deviez, c'est vrai, manger beaucoup pour compenser. La première semaine, je perds 1,8 kg et ma nutritionniste, parce que je suis suivi un petit peu de loin, me dit si tu continues comme ça, tu finiras pas la deuxième semaine. Donc je me suis mis à manger toutes les heures. Toutes les heures? Toutes les heures. Et ce qui était fou, en fait, c'est que même un jour, un dimanche, je trouve pas de boulangerie, c'est normal on est dimanche, mais moi j'avais perdu un peu toute notion de temps. Et là, j'ai une maman qui voit ma story, parce que je diffusais ça sur les réseaux sociaux. Et avec sa fille de 6 ans, ils m'ont fait un sandwich jambon beurre et ils ont essayé de me trouver, ils m'ont trouvé. Et l'aventure n'a eu de cesse d'anecdotes comme ça assez exceptionnelles. On a une question de Julien Clerc qui vient d'arriver dans les locaux, qui vous écoute là dans le couloir juste à l'extérieur. Vous voulez pas qu'il vienne la poser directement en studio? On peut lui demander de la poser directement en studio, Julien Clerc, parce qu'il est épaté par ce que vous avez fait et il a une question très précise sur la façon dont vous avez fait ces 72 marathons. Le temps qui s'installe, une petite question. C'était quoi votre entraînement? Comment on se prépare à faire 72 marathons? Comment est-ce qu'on se prépare? Je pense qu'on essaie de borner le plus possible, de faire beaucoup de kilomètres et en fait on se prépare jamais à une aventure pareille. En fait il faut faire confiance au corps humain. Voilà, quand on lit le livre À marche forcée, vous avez cité Sylvain Tesson qui lui a reproduit justement À marche forcée, 16 000 km. La spécificité, c'est d'expliquer à son corps qu'il est capable. Et Koh-Lanta le démontre. Moi j'ai perdu plus de 9 kilos sur ma première aventure et je savais que mon corps était encore capable. Et c'est là où on dit que l'homme avec un grand H est l'animal le plus résistant au monde. Et c'est ça qui était le plus fort. Mon coach, qui est aussi mon kiné, m'a dit si tu tiens les 10-15 premiers jours, tu pourras aller au bout. Et vous êtes allé au bout, c'est magnifique. Julien Clerc nous a rejoint. Bonjour Julien. C'est incroyable quand même, on est dans le multiverse là. C'est magnifique quand même. J'avais peut-être déjà posé la question que je voulais poser. Non, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Non, mais je voulais demander, c'était organisé comment la journée? Vous partiez à quelle heure? Alors, en fait, c'est ultra intéressant comme question parce qu'il fallait pas arriver trop tôt. Donc, au début, typiquement, je partais. Pas arriver trop tôt. Parce que si vous arrivez à 16h chez les gens, ils sont pas chez eux. Donc en fait, la fois où j'ai essuyé 2h15 de refus, c'est qu'en fait, moi j'ai une allure, je fais moins de 3 heures au marathon, je mets 2h58. Bien sûr, nous aussi. Et donc pour adapter sur 72 jours, il faut adapter son rythme. Donc les premiers jours, j'arrivais vers 16h, 16h30, mais les gens ne me répondaient pas, mais c'est normal s'ils ne sont pas là. Donc il fallait s'adapter sur deux choses. La première, c'est à quelle heure partent les gens. Un jour, j'ai dormi chez quelqu'un, c'était un maraîcher, donc il partait à 5h du matin, donc j'ai dit, je vais peut-être trouver quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est ça. Et voilà, donc il fallait un peu s'adapter à tout ça. Donc j'ai essayé de partir aux alentours de 9h pour arriver, quand on était en heure d'été, vers 17h30, 18h30, et qu'on a basculé en heure d'hiver, arriver vers 16h45, 17h30, parce qu'avec le froid et la nuit, je fais un peu plus peur que d'habitude. Quel exploit extraordinaire. C'est quoi votre prochain défi, Alban? Est-ce que vous en avez déjà un en tête? Le prochain défi, c'est déjà d'être conscient de la chance que j'ai eu de vivre ça. En fait, on est dans une société un peu du jetable, et quelle chance de pouvoir raconter cette histoire folle, quelle chance de pouvoir dire, moi j'ai Julien Clerc à ma gauche, mais j'ai tapé à la porte de Francis Cabrel. Mais non, bien sûr. C'est pas vrai. Pendant le marathon? Pendant le marathon. Il vous a ouvert? Il ne m'a pas ouvert parce qu'il n'était pas là, mais la folie de cette aventure, c'est que le soir même, j'ai tapé à la porte à laquelle j'ai tapé, c'était Karine, une l'opticienne d'Astafort, qui a dit si Francis ne vous ouvre pas, nous on vous accueillera avec grand plaisir. Et j'ai dit chiche, j'ai fait 4 km de plus et Francis Cabrel ne m'a malheureusement pas ouvert. Et à force de raconter mon histoire, de parler de la Fondation du Souffle et de mettre toute l'envie et l'amour de ce projet incroyable que j'ai eu la chance de vivre, avec son mari, ils sont regardés, ils ont dit faut qu'on lui dire quoi? Francis est un ami, appelons-le, il faut qu'il te reçoive. Et le lendemain, on a pu échanger avec Francis Cabrel. Donc c'était assez incroyable. Et c'est ça qui est beau dans cette aventure, c'est la rencontre. J'ai dormi au Mont-Saint-Michel chez des moines, j'ai dormi dans un domaine viticole, dans un haras, dans une crêperie. J'ai dormi avec tous les milieux sociaux. Cette France était extraordinaire d'accueil. Il va falloir en faire un livre, je pense, Alban Pellegrin. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Et je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez vous aussi faire un don pour la Fondation du Souffle sur www.lesouffle.org. Merci Alban. Merci à vous.